Bonjour à tous. Comme promis dans la précédente vidéo, donc pour ceux que ça intéresse bien sûr, je vous fais un petit bilan de mon histoire depuis, alors peut-être pas depuis le début en argentique quand même, on va pas exagérer, mais de mes choix et de mes hésitations parfois, comme peut-être beaucoup d'entre vous dans le passé, et ce qui m'a amené finalement à ce XH2S. Alors, on va dire sans remonter vraiment très loin. Le premier plein format, voilà, on va dire, premier plein format en numérique que j'ai possédé, c'était un Nikon D750, qui était reconnu quand il est sorti évidemment, et même encore quelques années après, comme un super boîtier. Voilà, alors évidemment, il avait, quand on le regarde aujourd'hui par rapport aux hybrides, il y avait des défauts assez rédhibitoires, on va dire, notamment en vidéo. Voilà. En rafale aussi, bien sûr, en autofocus quand même aussi, parce qu'il faut se rappeler que ces réflexes numériques, l'autofocus, il était, surtout en plein format, il était très centré, il ne s'agissait pas que le sujet il dépasse trop du centre, quoi. Bref, pour être suivi, sous-entendu. Voilà, donc Nikon D750. Alors, avant le D750, je n'ai eu que des réflexes APS-C numériques, chez Nikon essentiellement. Ensuite, devant justement les manques du D750 en vidéo, entre autres, et puis j'avais envie quand même de passer au monde hybride, à l'obturateur électronique notamment. J'ai donc, je pense, comme beaucoup à l'époque, basculé au Sony A7 III, qui était vraiment la bombe qui, quand elle est sortie. Alors moi, je ne l'ai pas acheté tout de suite dès qu'elle est sortie, mais bon, bref. Un an, je ne sais plus, un an après, un truc comme ça. Et alors oui, c'est sûr que j'en ai fait avec ce boîtier. Il était très en avance sur l'autofocus, notamment, la détection, voilà, tout ça. Mais moi, je rêvais toujours d'un boîtier de cette trempe chez Sony en APS-C. Parce que c'est la même monture, soit en APS-C ou en plein format chez Sony. Et moi, j'ai toujours eu une préférence pour l'APS-C, mais bon, je me suis quand même rendu à l'évidence, comme beaucoup, c'est que plus le temps passait, plus les constructeurs délaissaient leur gamme APS-C pour mettre le paquet au niveau évidemment des progrès tout sur leur gamme plein format. Et quand ils gardaient une gamme APS-C, donc comme Sony notamment, elle était extrêmement bridée par rapport au boîtier plein format. Tout en n'étant pas spécialement bon marché, on va dire. Alors c'est le cas notamment du fameux A6600 là, qui est le dernier hybride chez Sony. Et donc moi non, ça m'allait pas de repasser à la PSC dans ces conditions-là. Et pourtant, chez Sony, même si c'était aujourd'hui qui sortait un boîtier de la trempe du XH2S là, qui est en train de me filmer, et Sony, ils en sont capables dans l'absolu. C'est juste qu'ils ne peuvent pas courir sur tous les fronts à la fois comme tous les constructeurs d'ailleurs. Donc s'ils sortaient un boîtier de la trempe de ce XH2S, faudrait que je vois combien ça me coûte, mais alors je serais pas loin de repasser chez Sony parce que le parc optique, même en APS-C, essentiellement grâce à Sigma et Tamron qui ont des merveilles en APS-C, en monture Sony, mais même en monture, alors ils ne sont pas super connus ces objectifs justement, parce que de toute façon Sony les met pas du tout en avant, il ne met pas en avant sa gamme APS-C, donc c'est vite réglé. Ils ont un super 755 f2.8 qui est, je l'avais dit dans une autre vidéo, plus compact et plus léger que le Fuji, et qui est aussi bon optiquement, c'est-à-dire très bon. Ils ont en longue focale, si on n'a pas envie de prendre une longue focale du plein format, ils ont de mémoire, alors là, il faudrait que je vérifie, je crois que c'est un 70-350. Alors évidemment qui ferme à f6 III à 350, mais enfin bon, 350 sur un APS-C, ça fait du 500 et quelques de focale quand même, en équivalent plein format. Et il est bon aussi cet objectif.
Et il est au niveau des dimensions, hein, bah c'est un peu comme moi j'ai le 70-300 de Fuji, c'est des objectifs en longue focale qui sont dimensionnés pour la PSC, c'est-à-dire qui sont moins encombrants, moins lourds qu'un objectif. On prend un 70-300 du plein format, ça existe, hein. Il est plus gros sensiblement et plus lourd que le 70-300 de Fuji, avec la même ouverture, hein, je veux dire évidemment. Donc on peut concevoir aussi qu'on ait envie, même en longue focale, d'objectifs spécifiques APS-C. Donc chez Sony, il y a ça. Bon, donc il y a tout, quoi, en fait. Et puis là, dernièrement, ils ont sorti un triptyque d'objectifs grand angle, super grand angle pour APS-C, hein, en 2022. 3, hein, carrément. Un 10-20 f4, un 11 1.8 et un 15 1.4. Voilà, rien que ça. Donc, vous imaginez bien, alors ils sont assez chers, mais c'est pas non plus les prix du plein format avec ces, enfin voilà, c'est sûr, hein, avec ces équivalences-là en focale et ces ouvertures-là. Hein. Donc ouais, quel dommage que Sony ne sorte pas un boîtier APS-C de la trempe de ce Fuji, quoi. Donc voilà, ça c'est, vous voyez, donc c'est pour vous dire que moi j'ai toujours eu plus une envie d'APS-C finalement que de plein format, parce que le plein format, ok, ça apporte un petit peu plus en ISO élevé, en flou d'arrière-plan et en dynamique, hein. Bon, ok, c'est tout, hein. Après, c'est juste que les boîtiers sont bien mieux équipés, hein. Voilà. Et ça, c'est les constructeurs qui ont décidé ça. Mais sinon, ouais, le plein format en lui-même, moi, il ne m'apporte pas énormément plus que la PSC. En revanche, la PSC, dans l'autre sens, m'apporte plus de choses que le plein format. Bah oui, bien sûr, en longue focale, hein, essentiellement. Il m'apporte aussi un truc alors qui peut surprendre, parce que on dit le plein format, il va permettre à ouverture égale de faire plus de flou d'arrière-plan. Alors oui, quand on fait que du portrait, c'est sûr, hein. Après, vous faites peut-être pas tout le temps du portrait, et peut-être que vous avez été confronté, comme ça m'est déjà arrivé, en photo, par exemple, de famille, à l'intérieur, genre à Noël, par exemple, choses comme ça. Prenez des photos, vous avez plusieurs personnes sur la photo, disons au moins 2. Vous avez votre super zoom f2.8 en plein format. Si vos 2 personnes ne sont pas rigoureusement dans le même plan, et autant dire que c'est à peu près jamais, il y en a une de nette, l'autre qui est floue, hein, systématiquement. Donc pour pallier au problème, vous êtes obligé de vous mettre à f5.6 quand c'est pas à f8, donc vous montez des ISO, évidemment. Ok, la PSC, il va permettre de moins être obligé de fermer le diaphragme. Donc voilà, c'est-à-dire que le flou d'arrière-plan, il a aussi d'autres conséquences, c'est que dès qu'on veut de la profondeur de champ, on est obligé de fermer vraiment beaucoup en plein format, et beaucoup, ça peut vouloir dire des fois être confronté aussi au phénomène de diffraction, auquel on va finalement être moins vite confronté en APS-C pour avoir la même profondeur de champ. Donc tout n'est pas rose dans le plein format. Voilà. Alors cela dit, bon, mon Sony A7 III, je l'ai évidemment bien apprécié. Par contre, je pestais sans arrêt contre son ergonomie, qui ça allait pas, quoi. La prise en main n'était pas très bonne parce qu'il est trop petit, surtout la poignée. Les menus, c'était assez nul. Tout ce que vous régliez en mode vidéo, du coup, ça réglait votre mode photo dans ce mode vidéo. Enfin, un truc, un fouillis pas possible, quoi. De quoi vous faire louper certaines photos, hein, quand même, et certaines vidéos. Bon, bref. Donc, quand le A7 IV est sorti, évidemment, j'ai pas réfléchi. J'avais les objectifs, la monture Sony toujours, hein, avec le panel d'objectifs qu'on peut avoir d'excellente qualité chez les constructeurs tiers. Donc voilà, à cette époque-là, alors il n'y avait pas encore, hein, le XH2S, même s'il est récent, le A7 IV, il n'y avait pas le XH2S, hein, qui était sorti du tout. C'était encore à l'état de rumeur, quoi, on va dire.
Et puis on ne savait pas trop non plus ce qu'il allait avoir dedans. Et Fuji n'avait pas encore ouvert non plus à Sigma et Tamron. Donc il y avait beaucoup de choses qui ont changé, enfin, qui étaient différentes de maintenant. En 1 an et demi, quoi, même 1 an, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez Fuji. Hein. Alors pour en revenir à la 7.4, alors super boîtier, hein, il corrigeait pour le coup à peu près tous les défauts de la 7.3 en ayant un meilleur autofocus, surtout en vidéo. Mais moi il y avait un truc qui me chagrinait toujours chez Sony et qui me chagrine toujours. Et c'est un peu ce qui m'a fait basculer aussi, finalement, m'a fait revenir à la PSC par Fuji. C'est que leur obturation électronique est assez, j'ai employé le mot, lamentable. Hein. Aujourd'hui, en 2022, alors je l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'y reviens rapidement, mais avoir un obturateur électronique un capteur, pardon, qui a un temps de lecture de 1/15e de seconde, c'est le cas de la 7.4, hein, qui est le même que la 7.3, pour le coup. Ça va pas parce que ça impacte quand même beaucoup de choses. Ça impacte évidemment déjà la rafale en obturateur électronique. Et il y a 5-6 ans, personne y faisait attention, mais quand la 7.3 notamment est sortie, il faisait 10 photos par seconde en obturateur mécanique, c'est ce qu'on faisait de mieux sur un hybride. Et 10 en obturateur électronique, bon, ça choquait personne, c'est normal. C'était normal, pardon. Aujourd'hui, tous les appareils que sortent Sony plein format, qui ne sont pas à capteur empilé, en témoigne le dernier A7R5, ont un temps de lecture de capteur qui ne lui permet pas de dépasser 10 photos par seconde, quand les autres sont au grand minimum à 20 photos par seconde. On ne parle pas du dernier Canon qui a 40 photos par seconde, comme le X-H2S, d'ailleurs. Bref, donc Sony, ils ont vraiment un souci à ce niveau-là, donc ça impacte la rafale en électronique, évidemment. Ça impacte aussi, et ça c'est encore plus embêtant, le rolling shutter et le banding qui rendent cet obturateur électronique très peu utilisable en réalité. Et ça c'est quand même embêtant sur un boîtier hybride. Donc moi, ça a commencé vraiment à me poser des problèmes à ce niveau-là. Et on y rajoute malheureusement que sur la 7.4 plus précisément, là, l'obturateur mécanique, parce que vous dites, bon allez, tant pis, on se met en obturateur mécanique, au moins en photo, quoi, quand même, c'est pas non plus dramatique. Écoutez, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà pu essayer ou posséder un A7 IV en obturateur mécanique. C'est l'appareil de tous les appareils photo que j'ai eu depuis l'argentique, depuis les réflexes argentiques, qui fait le plus de bruit en obturateur mécanique. Là, je pèse mes mots. Hein. Il est ultra bruyant en obturateur mécanique, le A7 IV. Et vu qu'il est peu utilisable en obturateur électronique, il y a des fois quand même, vous êtes un peu coincé, quoi. Vous voulez un peu être discret, vous mettez l'obturateur électronique, hein, évidemment, parce que sinon c'est un raffut pas possible. Vous prenez fortement le risque d'avoir du banding si vous êtes à l'intérieur avec des lumières, et au moindre mouvement d'avoir du rolling shutter. Bon, donc du coup, il avait beau être bien ergonomique, un bon autofocus, avoir un parc optique énorme et tout, moi ce point-là, il y a un moment j'en ai vraiment eu marre, hein, clairement. Et quel bonheur quand j'ai découvert l'obturateur mécanique du XT4, un silence. Je me serais cru en obturateur électronique sur le Sony presque. Non, alors pour le coup, c'était l'opposé. Hein. Le XT4, il a un bruit hyper feutré, très doux et très faible surtout, hein, en obturation mécanique. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, j'espère que le X-H2S l'aura aussi quand j'ai fini par choisir le X-H2S. Il l'a aussi. Hein. Peut-être il fait un chouille plus de bruit que le XT4, mais alors c'est vraiment à la marge. Hein. On est à des années-lumière d'un Sony A7 IV à ce niveau-là, c'est sûr. Et puis, le X-H2S, de toute façon, il va s'utiliser 90% du temps en obturation électronique. Donc, c'est plus non plus le même problème, on va dire. Hein.
Donc en tout cas, voilà pourquoi moi j'ai fini par revendre mon A7 IV et tous mes objectifs Sony. Et ensuite j'ai réfléchi. J'ai pensé un temps au Canon R7 forcément, hein. Et puis déjà j'ai vu qu'au niveau livraison, fallait surtout pas être pressé. Ensuite, j'ai bien compris quand même qu'en termes d'objectifs, ça allait vite être la misère, hein, chez Canon. Ça, faut quand même pas se mentir, surtout en APS-C. Donc bon, après le boîtier super, hein, mais alors sauf que c'est pas un capteur empilé évidemment, et que lui par contre, il est plutôt d'une technologie assez ancienne et il a une vitesse de lecture qui est pas si terrible que ça, et donc il est sujet beaucoup au rolling shutter, alors moins qu'un Sony A7 IV ou A7R5, on est bien d'accord, parce que malgré qu'il soit de technologie ancienne, le Canon R7, il a un capteur qui lit 2 fois plus vite que celui d'un Sony A7 IV ou d'un A7R5. Mais voilà, et puis il a un viseur un peu moyen, bon, ouais, bref, mais 1500 € quoi, donc voilà. Moi j'étais prêt si derrière au niveau objectif ça suivait, ce qui n'était pas le cas. Et donc après, qu'est-ce qui reste? Ma décision de revenir en APS-C était prise. Donc quel est le seul constructeur sérieux d'APS-C qui ne délaisse pas sa gamme APS-C? C'est Fuji évidemment. Donc pour moi ce choix était évident. Alors en plus j'ai toujours beaucoup aimé, hein, même si j'ai jamais franchi le pas avec le XT3 avant, voire le XT2. Hein. J'aimais beaucoup, hein, ce look rétro avec ses molettes, voilà. Et donc du coup, alors là j'ai acheté donc le XT4, alors toujours pareil, hein, j'ai profité d'une promotion, machin, en septembre de cette année, hein, donc ça fait vraiment pas longtemps. Donc certains vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le syndrome, je sais plus comment on dit. Alors oui, on peut voir ça comme ça, c'est sûr. Moi, disons que quand je l'ai acheté, moi c'était pour avoir quand même un appareil photo et de l'APS-C, quoi, de très bonne qualité, par les objectifs. Et ça, je les ai eus sur le XT4. Par contre, j'étais conscient que j'allais redescendre d'un cran en autofocus par rapport au Sony A7 IV. Hein. Donc ça a été confirmé, hein, ça n'y a pas de souci. Et évidemment que le XH2S qui lui était sorti, hein, me faisait carrément de l'œil, mais à 2749 €, non. Enfin, c'est pas que je le trouvais pas au bon prix par rapport à ses caractéristiques, hein. C'est juste que pour moi, ça faisait trop, quoi, par rapport à la revente du A7 IV. Puis évidemment, il y a eu cette fameuse promo qui est arrivée, plus des chèques cadeaux, 10 € tous les, hein, qui m'ont fait quand même 230 € là pour aller acheter le petit 1850, voilà, déjà la moitié du prix, payé par les chèques cadeaux après l'achat du XH2S que j'ai eu lui-même avec 10% de remise. Bon bref, toujours pour dire que voilà, moi je l'avais dans la ligne de mire ce XH2S. Beaucoup plus que le XT5, dès qu'il est sorti, j'ai tout de suite compris que le XT5 n'était pas pour moi, et ça a été le sujet de ma première vidéo, hein, d'ailleurs. Voilà, donc je l'avais en ligne de mire, et je me disais, bon, on verra bien, le prix peut-être il baissera à un moment, on verra bien. Alors je ne m'attendais pas, évidemment, à l'avoir à ce prix-là aussi vite. Voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion, hein, c'est sûr. Alors maintenant, il faut quand même que je revende mon XT4. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Bon, j'ai fait un appel à d'éventuels acheteurs dans ma vidéo précédente, bien entendu. Après, je ne sais pas si vous connaissez, alors attention, hein, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit cette vidéo, c'est simplement que moi ça m'arrive depuis un moment d'utiliser ce repreneur MBP Photo, si vous connaissez, hein. Alors c'est un site, je crois à la base qu'il est allemand, qui reprend le matériel photo. Alors c'est pas Image Photo, hein, c'est-à-dire que Image Photo, vous connaissez peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez fait déjà des simulations de reprise, c'est à mourir de rire, quoi. Bref, MBP il vous reprend vos objectifs ou vos boîtiers quand même à des prix sérieux, hein. Alors vous pouvez aller vérifier comme ça, que je raconte pas des cracks.
Le XT4 là que j'ai, que je coche en état quasi neuf, quoi, hein, parce que c'est le cas évidemment, il me fait une reprise à 950 euros. Alors c'est moins évidemment que ce que je peux le revendre. Enfin, je pense quand même que je peux bien le revendre au moins 1200 euros, vu qu'il est quasiment neuf. Mais c'est une solution quand même, hein. Au pire, voilà. Ça m'embêterait un peu de perdre encore tout ça. Mais bon. Et alors des fois sur les objectifs, c'est super intéressant. Des fois un petit peu moins. Des fois, moi j'ai vendu plutôt des objectifs par le Bon Coin que par MBP. Et des fois, j'ai pris la solution MBP parce qu'évidemment en plus c'est plus facile, hein, ça marche très bien. Vous avez le virement, enfin le temps qu'ils reçoivent, qu'ils inspectent, machin. Entre le moment où vous envoyez et le moment où vous avez le virement sur votre compte, il y a un maximum de semaines. Donc, bon, moi, en tout cas, c'est un site avec lequel je travaille volontiers, quoi. Voilà. Donc, j'aurai cette solution éventuellement pour le XC4 si vraiment j'arrive pas à le vendre et si, je sais pas, le Bon Coin résout pas le problème. Ça m'a l'air mal engagé, mais bon. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est tout, hein. C'est juste pour expliquer un petit peu pourquoi la PSC, pourquoi une période en plein format aussi. Bon bref, voilà, si ça peut intéresser des gens, se dire que ah oui, bah finalement, je suis peut-être pas tout seul dans ce cas-là finalement. Et ben voilà. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.